Bonjour à tous, je m'appelle Grégoire Legac et je viens vous parler de l'anesthésie et de la ventilation lors des procédures endotrachéobronchiques. Globalement, je me suis axé sur les procédures endobronchiques, la bronchoscopie. Je remercie l'Arcotova pour cette invitation. Donc, c'est vrai que quand on parle de procédures endotrachéobronchiques, ça regroupe plusieurs choses, à la fois diagnostic et thérapeutique. Et c'est vrai que dans les diagnostics, il y avait les choses qui étaient vraiment classiques, qui étaient les lavages, les biopsies endobronchiques. Mais de plus en plus, il y a des choses qui se développent, notamment l'écho-endoscopie par ultrasons, des caractérisations de pneumopathie interstitielle diffuse par microscopie directement endobronchique, des explorations médiastinales, l'histologie, de la suivi après les transplantations pulmonaires. Et sur le côté thérapeutique, il y a vraiment pour le coup, c'est vraiment en développement, c'est une société qui est en développement, avec maintenant des interventions de réduction de bulles d'emphysème avec certaines valves qui permettent de réduire les bulles sans avoir à passer forcément par la chirurgie. Des choses plus classiques qui se faisaient avant, qui étaient les stents, les prothèses, les dilatations, mais il y a également des traitements de cancer directement en endobronchique, soit par cryothérapie, laser, radiofréquence. Et puis, bien sûr, les ablations de corps étrangers, qu'ils soient tissulaires ou autres. Et donc, tous ces gestes vont avoir une gestion anesthésique et ventilatoire qui ne seront pas exactement les mêmes en fonction du geste. Déjà par le matériel, deux types principaux. Le fibroscope, le bronchoscope souple, les fibroscopies qui peut s'apparenter un peu ce qui peut se faire en entérologie et autres, mais comment plus petit. Et puis la bronchoscopie rigide, qui, là, pour le coup, est un geste qui est nettement plus invasif et douloureux. Donc, comme je vous disais, c'est des procédures qui vont être plus ou moins invasives chez des patients qui sont quand même pour la plupart fragiles, du fait, une grande partie de ces patients sont des patients qui sont là pour cancer, donc qui peuvent être fragilisés du fait du cancer qui survient généralement sur des terrains prédisposés dû au tabac, donc qui peuvent avoir des cardiopathies, qui peuvent avoir des BPCO, qui peuvent avoir de multiples pathologies comme ça et qui va les rendre fragiles. Et le but de la sédation anesthésie, alors les premières études qui ont été faites lorsque le bronchoscope flexible est sorti, c'était dans les années 60. Et globalement, c'était dit qu'il n'y avait pas vraiment de supériorité au fait qu'il y ait ou pas de sédation. Et puis, au fur et à mesure que les procédures se sont développées, la littérature commence à revenir là-dessus. Je suis désolé, ça bouge tout seul. Et quand même, ça augmente le succès de la procédure. Le geste est plus rapide, donc les pneumologues sont quand même plus confortables parce que ça réduit la toux, ça réduit le laryngospasme. Et quand on pose la question aux patients en post-procédure, ils sont quand même plus satisfaits d'avoir été endormis. Et ça permet une meilleure oxygénation. Et donc, les dernières recommandations des sociétés savantes, alors françaises, j'en ai trouvé que sur la bronchoscopie flexible, mais en tout cas pour les sociétés nord-américaines et anglaises, la sédation doit être proposée à tous les patients. Et voilà, pas forcément une sédation. Alors, ça peut être on peut commencer pour les gestes diagnostiques simples, qui sont généralement les prélèvements endobronchiques, certains lavages et autres. Ça peut être une anxiolyse, avec quand même ce qui est recommandé, c'est une anesthésie topique par lidocaïne en spray. Dans la littérature, c'est décrit les aérosols de lidocaïne. Les aérosols de lidocaïne. Certains aussi équipes font des blocs cricoïdes où ils vont aller injecter directement au niveau du cricoïde pour créer une forme d'aérosol. Je peux tourner comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore grand chose à voir. Vous n'aviez pas de volume tout à l'heure, désolé, je reviens tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Donc voilà, pour tout ce qui est geste, on va dire plutôt simple, on va commencer par déjà une anxiolyse, par benzodiazépine la plupart du temps. Le propofol est quand même à réserver aux équipes entraînées, c'est-à-dire aux équipes de la présence d'un anesthésiste. Et puis, ce qui est décrit également, c'est tout ce qui est morphinique de courte durée d'action. L'intérêt, c'est que quand on titre la sédation, ça permet des manœuvres dynamiques pour tout ce qui est broncho, trachéomalacie et autres, de voir un peu la réaction des bronches sans anesthésie. Ouais.
fonction de la coopération du patient, de l'expérience de l'opérateur. La durée du geste, plus ça va être long, plus en avoir, ça va être difficile pour le patient. Le statut respiratoire, les patients en détresse respiratoire, les gens qui sont difficiles à intuber ou en réanimation en fonction du degré d'urgence, etc. Non, ça, c'est le lien de soin. Plutôt tendance à aller vers une anesthésie générale d'emblée. Donc voilà, pour tout ce qui est gestes diagnostiques avancés, il y a plusieurs choses qui ont été décrites dans la littérature. Après, je ne peux pas vraiment vous montrer d'études randomisées, contrôlées, contre groupes, etc. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de pratiques, d'opinions qui ont été publiées en disant, voilà, c'est réalisable, on peut le faire. La sédation modérée, généralement, c'est sous ce qu'ils appellent la monitorie d'anesthésie care, c'est-à-dire qu'ils mettent ils font de la sédation soit par propofol, alors plutôt avec propofol que dexméthylomidine, même si ça a été étudié. L'avantage du propofol, c'est que c'est rapide et ça se lève rapidement, mais on a régulièrement un peu plus d'apnée et donc un peu plus d'acidose respiratoire, augmentation de la PaCO2. La dexméthylomidine a pour avantage de maintenir une ventilation spontanée. Par contre, c'est des temps d'induction qui sont beaucoup plus longs et des temps de récupération en salle de réveil qui sont beaucoup plus longs aussi. Donc, ils ne sont pas forcément toujours adaptés à ce type de geste. Pour ce qui est de l'apport d'oxygène, j'en reparlerai un peu plus sur les techniques ventilatoires. Mais tout a été décrit par lunettes, par masque, par oxygénothérapie à haut débit. Et pour ce qui est des morphiniques, là aussi, soit d'association, pas d'association. La plupart du temps, ils recommandent quand même un morphinique de courte durée d'action. Quand on parle d'anesthésie générale, ce qui est décrit la plupart du temps, c'est l'anesthésie intraveineuse. L'inhalé est possible, mais il y a quand même mal de risques de fuite et autres. Et ce qui a l'air de ressortir des différentes études, c'est plutôt privilégier l'intraveineuse sans encore vraiment de données fiables et fortes. La plupart du temps, association propofol et rémifentanil, toujours pour avoir une induction rapide et un retour à la conscience rapide. Et puis, contrôle des voies aériennes, soit par masque laryngé, la plupart du temps sans curarisation, ou par intubation trachéale, plus ou moins curarisation, mais ça impose d'autres monitorages, d'autres prises en charge. Donc, pareil, je dirai un mot juste après. Donc, voilà à quoi ça peut ressembler chez nous. Masque laryngé, anesthésie générale pour tout ce qui est écho-endoscopie. Ça dépend surtout du nombre d'aires ganglionnaires à aller prélever. Quand il va aller sur plusieurs cadrans, ça peut prendre pas mal de temps, ça peut saigner, ils peuvent tousser un peu. Donc, nous, on a pris le parti de mettre un masque laryngé pour ne pas avoir à s'embêter. Avec le masque, on contrôle les voies aériennes assez facilement et ça permet un confort pour l'opérateur. Mais tout a été plus ou moins décrit et peut-être que ça pourrait être intéressant de discuter après des pratiques dans les différents centres. Parce que là, je vous dis, c'est vraiment, je vous parle et de mon expérience et du peu de littérature que j'ai pu trouver. Les gestes thérapeutiques sont généralement plus longs, avec quand même plus de complications, un type de saignement, pneumothorax et détresse respiratoire post-opératoire. Là, pour le coup, plutôt là aussi intraveineuse, pour tout ce qui est bronchoscopie rigide, parce qu'il y a quand même, j'en dirai un mot sur la ventilation, mais il y a quand même beaucoup de fuites avec un bronchoscope rigide et du coup, on ne sait plus trop où vont les gaz d'anesthésie. Voilà, je ne vais pas redire, quand c'est sous bronchoscopie flexible, c'est à peu près pareil que pour les gestes diagnostiques. Par contre, pour la bronchoscopie rigide, l'intubation se fait par le bronchoscope. Ça nécessite fréquemment de la récurarisation et puis le choix de la molécule sera en fonction du geste. Il faut un monitorage et puis de la décurarisation, parce que c'est des patients qui sont fragiles, il y a des risques de curarisation. Et ça peut nécessiter un relais par soit l'intubation, soit masque laryngé pour attendre les critères d'extubation. Donc, un mot rapide sur les curares. C'est vrai que c'est une question qui n'est pas totalement tranchée. En tout cas, je n'ai pas trouvé grand-chose dessus. Les arguments pour seraient vraiment, ça permet une des meilleures conditions d'intubation et de bronchoscopie. C'est quand même beaucoup plus simple. Il y a moins de risque de laryngospasme, il y a moins de lésions des voies aériennes supérieures, il y a une meilleure immobilité et puis le patient ne tousse pas, ce qui, pour certains gestes un peu délicats, peut être franchement appréciable. Ce qui va contre, dans les littératures, il y avait cette notion que quand il y avait des occlusions incomplètes des voies aériennes supérieures, avec les curares, quand on enlevait le tonus musculaire, on pouvait se retrouver avec des occlusions complètes et des détresses respiratoires brutales, avec une difficulté de contrôle des voies aériennes supérieures. Et donc, pendant ça traînait notamment chez l'enfant, on disait qu'il ne fallait peut-être pas curariser les patients. Il y a des risques de curarisation résiduelle chez des patients qui sont
généralement insuffisants respiratoires ou en tout cas qui ont un terrain respiratoire qui peut être altéré. Et ça peut vraiment être problématique. On ne peut pas faire de manœuvre dynamique, mais généralement, on va préférer la sédation et pas de l'anesthésie. Donc, les curars ne sont pas vraiment une question. Et du coup, plus le geste va être court, plus il va falloir passer sur soit des molécules de courte durée d'action, mais bon, on est vite limité. L'acélocurine, c'est vraiment court et puis ça a d'autres difficultés. Le rocuronium avec réversion par Sugamadex, ça a un coût, ça quand même nécessite certains critères. Et puis, nous, on avait le Mivacron jusqu'à présent, mais on n'en a plus. Donc, ça devient difficile de choisir la molécule. Donc, on est sur des gestes courts. On est quand même assez limité sur l'utilisation des curars. Alors, ce qui a un intérêt, je vais vous présenter le peu de littérature que j'ai trouvé. C'est assez compliqué, c'est jamais des études curare contre pas de curare. C'est protocole, gestion globale du patient contre autre gestion globale du patient. Là, c'est une étude qui est parue en 2020 qui étudiait le bronchoscope rigide avec curare contre la bronchoscopie flexible avec le masque laryngé pour des écho-endoscopies en ventilation, en jet de ventilation superimposée. J'en parlerai après. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes prises en charge, en tout cas pneumologique du patient. Nous, à Rennes, en tout cas, je ne sais pas si c'est pareil, mais on n'aurait pas fait de bronchoscopie rigide pour les ébus, on n'en fait plus. Et globalement, la seule chose que j'ai trouvé intéressante, il n'y a pas de différence entre les deux groupes sur ce qui était temps de récupération, des saturations et autres. La seule chose que j'ai trouvé intéressante dans cet article, une des choses que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on voit bien que globalement, quand on ne va pas curariser les patients, on va passer son temps à jouer avec les concentrations de propofol. Quand ils vont tousser, on va avoir tendance à augmenter les cibles, puis on va réduire quand il toussera plus ou que leur geste sera un peu moins, et on va passer son temps. Et au final, même si les doses, les concentrations de propofol en moyenne sont globalement les mêmes, on a quand même une gestion qui peut être un peu plus délicate avec des patients qui toussent, des patients qui bougent. Et sur certains gestes, comme je disais tout à l'heure, quand on a commencé les insertions de valves pour réduction d'emphysème, il était hors de question que le patient bouge. Déjà, le pneumologue n'était pas ultra confortable avec ce qu'il faisait. Si en plus on a un patient qui toussait, qui donnait des coups de diaphragme, c'était très compliqué. Voilà, là encore, un autre protocole, c'était sur des bronchoscopies flexibles où il comparait la ventilation spontanée par masque à la ventilation intubée avec curarisation. Et c'est vrai que, non, même c'était des bronchoscopies rigides, excusez-moi, c'était des bronchoscopies rigides. Et donc, on peut assez bien comprendre qu'en ventilation spontanée, on a beau essayer de garder une anesthésie qui est suffisante pour que le patient tolère le bronchoscope rigide, ça va nécessiter de l'approfondir régulièrement. On va créer des apnées, on va créer de l'acidose respiratoire, augmentation de la PSE2 et des désaturations qu'on n'a pas forcément quand on fait de la ventilation avec curare. Et pour finir, donc je vous disais chez l'enfant, longtemps pour l'ablation de corps étranger, c'était plus ou moins, c'était dit comme contre-indiqué. En 2014, il y a une méta-analyse qui a quand même qui montre que en fait, le fait de faire de la ventilation mécanique avec des curars contre de la ventilation spontanée, on n'augmente pas le risque de désaturation. Par contre, je n'ai pas mis tout, mais on a moins de laryngospasme. Je n'ai pas mis toutes les figures. Il y a moins de laryngospasme, mais il y a un temps de récupération qui est le même, qui est même plutôt en faveur de la ventilation mécanique et moins de désaturation. Donc voilà. Pour la ventilation, ça va être la même chose que pour tout ce qui est protocole d'anesthésie. Il y a peu de littérature, en tout cas, d'études bien menées contre AVOX. J'en ai quasiment pas trouvé. Beaucoup de choses, tout a été décrit. La plupart du temps, des opinions, des choses qui sont issues, notamment pour tout ce qui est jet de ventilation, c'est issu des chirurgies ORL et autres, où ça a été fait avec de bons résultats. Voilà, donc pareil, en flexible, on peut aller de la ventilation spontanée à la ventilation mécanique, la VSAI. Pour la ventilation sur bronchoscope rigide, là, c'est beaucoup plus touchy, parce que du coup, on a quand même un risque des fuites de circuits qui sont importantes. Donc, faire de la ventilation mécanique, la ventilation contrôlée, c'est compliqué. On ne respire pas son temps à sonner, on ne sait pas ce qu'on envoie, on ne sait pas ce qui sort, on ne sait pas ce qu'on récupère. Donc, ce qui est surtout décrit, ce qui a été décrit, c'est l'oxygénation apnéique et la jet ventilation. Je vais dire rapidement un mot sur l'oxygénothérapie à haut débit. Quand je suis allé chercher les études bien menées sur ce genre de geste,
Les plus récentes, c'est globalement sur de la littérature, sur utilisant l'oxygénothérapie à haut débit. Là aussi, c'était pour des bronchoscopies flexibles avec des fibroscopes flexibles, où ils regardaient chez les patients, ils allaient sélectionner les patients à risque d'apnée du sommeil. Et ils avaient quand même 150 patients, même un peu plus, 180, ils voulaient 180 patients, et puis ils regardaient si le fait de mettre en sédation un peu profonde, puisqu'ils étaient sous propofol et sulfentanyl, si le fait de mettre soit des lunettes à haut débit, soit un masque permettait de diminuer les désaturations. Bah, c'est le cas. Il diminue franchement les désaturations, il y a moins d'oxygénothérapie, il y a moins de désaturation, et il y a moins de nécessité aussi de manœuvres de mâchoire pour lever l'extrusion, etc. Mais c'était des gens qui avaient des stop banks supérieurs à 3, donc qui étaient franchement à risque d'apnée du sommeil. Maintenant, la question se pose, c'est que, encore une fois, nous, en tout cas pour ma pratique, ce n'est pas des patients que j'aurais fait sous masque et sédation. Probablement des patients que j'aurais endormis ou en tout cas mis un masque laryngé. Et ça, des études qui nous proposent le masque laryngé contre l'oxygénothérapie à haut débit, je n'en ai pas trouvé. Peut-être par la suite. L'oxygénation apnéique, c'est une technique qui est décrite dans les différentes revues que j'ai pu voir et articles comme des techniques historiques. Alors nous, on le fait encore à Rennes, donc c'est pas si historique que ça. Globalement, on va réaliser le geste en apnée, on va attendre la désaturation, on va se mettre d'accord avec le pneumologue, quel degré de désaturation on va accepter. On va arrêter le geste, on va libérer le canal opérateur. Le pneumologue va essayer de sceller du mieux qu'il peut les voies aériennes supérieures et on va oxygéner en FiO2 élevé jusqu'à récupérer une saturation élevée. Alors, ça a pour avantage d'être simple. Il n'y a pas besoin de matériel supplémentaire en plus du respirateur. Et pour des gestes courts où on va pouvoir avoir, quand on a bien pré-oxygéné le patient, une dizaine de minutes, quinzaine de minutes, on ne va pas avoir trop à interrompre le geste, donc ça peut s'y prêter. Les inconvénients, c'est qu'on passe, pour les gestes longs, on passe notre temps à interrompre le geste. Et donc, du coup, ça allonge la procédure sur des patients qui sont fragiles et régulièrement, on se retrouve un peu en short. Donc, probablement mieux à faire. Et on crée des acidoses respiratoires qui sont pour le coup bien montrées, même si les peu d'études qu'il y a eu, c'est une étude de 99 qui étudiait la faisabilité, il n'y avait pas de risque, il n'y avait pas d'augmentation de la morbimortalité en tout cas, mais ça a été très peu étudié par la suite. Voilà, un peu ce que ça peut donner. C'est une technique, j'ai pris un peu quelque chose de caricatural, un des derniers patients obèse, insuffisant respiratoire, à qui on doit faire une bronchoscopie, et quand il est saturé, globalement, toutes les 5 à 6 minutes, on est obligé de tout arrêter, on essayait de boucher le nez, boucher la bouche avec un packing, et on ventilait. C'est l'enfer. Donc, il y a probablement mieux à faire. Ce qui a l'air de ressortir dans les différentes choses, ce qu'il y a mieux à faire, c'est la jet ventilation, avec plusieurs modes qui ont été… alors, ça permet une ventilation sur circuit ouvert. Ça a surtout été étudié dans les techniques, dans les chirurgies ORL du larynx. Et il y a plusieurs techniques qui ont été décrites, manuelle, qui est de plus en plus, a priori, qui est de moins en moins utilisée, ou la automatisée, soit par haute fréquence, soit par basse fréquence, soit la Superimpose High Frequency Jet Ventilation, qui est un mix des deux, où il passe de haute fréquence à basse fréquence selon des cycles. Il y a quand même un risque de barotraumatisme en cas d'altération de la compliance pulmonaire ou d'augmentation des résistances pulmonaires, qui peut concerner quand même pas mal de patients pour qui on peut avoir ce genre de geste. Et pareil, malheureusement, quand je veux regarder des études qui comparent les deux en bronchoscopie ou même en fibroscopie, malheureusement, je ne trouve pas grand-chose. L'une des dernières que j'ai trouvées, c'est celle-là, dans BMC Anesthésiologie. Effectivement, la jet ventilation sous sédation profonde, pas forcément là aussi des patients chez qui on aurait proposé CT au masque. Et on se rend compte qu'effectivement, quand on fait l'oxygénothérapie conventionnelle au masque, on a une PO2 qui est moins importante. Maintenant, comme vous pouvez voir, c'est des chiffres qui sont supraphysiologiques. De toute façon, est-ce que c'est important de passer de 176 à 251 ? Je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse et ça nécessite quand même… Et je vais expliquer pourquoi. Parce que quand je refais le tour, dans la littérature, il n'y a pas grand-chose, mais pour moi, la complication et la difficulté principale de ce type d'anesthésie et de technique ventilatoire, c'est ce que nous, on qualifiait chez nous d'anesthésie hors bloc opératoire, donc les non-operating room anesthesia. Parce qu'on se retrouve en face d'équipes intervenantes qui sont moins familières avec la gestion des patients anesthésiés. Les patients de pneumologie n'ont pas forcément l'habitude d'en avoir. C'est du travail avec des équipes avec qui on communique peut-être un peu moins. Ça se fait en dehors du bloc opératoire. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais à Rennes, en tout cas, la salle d'endoscopie bronchique, elle est au premier, le bloc, il est au deuxième. Et jusqu'à récemment, on avait également la cardiologie interventionnelle qui était au 0. On passait notre temps dans l'escalier
aller voir différents patients, c'était vraiment pas confortable. Donc là, on a changé nos pratiques depuis parce que c'était plus possible avec l'évolution des pratiques et puis les patients qui étaient de plus en plus altérés. C'était plus possible de continuer comme ça. C'est des équipements d'anesthésie qui sont quand même moins récents. Alors, je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir des CHU qui investissent ou des cliniques qui investissent dans du matériel dernier cri pour ce genre de pratique, mais nous, on a le respirateur qui ne servait plus au bloc, qui est descendu. Les seringues, eh ben, on a quand même réussi à récupérer 2 seringues d'Evoque, qui font de l'Evoque, mais jusqu'à récemment, je dis récemment, une dizaine d'années, c'était le propofol à la molette. Voilà, c'est des pièces qui sont quand même assez petites, avec peu d'accès aux patients, un espace de travail qui est dédié. Et puis tout ce qui était programmation, ou les pneumologues, et puis même ça peut aller sur les cardiologues, etc. Tout ce qui était programmation, de voir les patients qu'on fait soulager, les patients qu'on ne fait pas soulager. Bah, eux, ils programmaient en fonction de ce qui les arrangeait. Donc, ce n'était pas forcément en adéquation avec nos besoins et nos ressources. Tout ce qui était checklist n'était pas forcément fait. Les consultations d'anesthésie étaient également faites, n'avaient pas forcément les mêmes critères de qualité. Tout ça, c'est en train de changer. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, pendant longtemps, nous, on a perçu ça comme des gestes qui étaient plus simples. Les patients qui étaient moins facilement, voilà, c'était quelque chose, c'était pas de la grosse chirurgie, il n'y avait pas de grosses incisions, il n'y avait pas de prise en charge, enfin, en tout cas, donc voilà. Tout ça, c'est pas moi qui le dis, ça a été repris dans une revue du BGA de 2021, ou qui montrait quand même que c'était beaucoup de littérature aux alentours des années 2010 qui reprenait tous ces critères comme étant des critères, et ça montrait une augmentation de la morbimortalité dès qu'on faisait de l'anesthésie en dehors des salles des blocs opératoires conventionnels. Les dernières études ont l'air de montrer quand même que les choses ont changé et ce différentiel, ce gap est en train de se réduire. Voilà, pour vous montrer un exemple de la salle dans laquelle on est. Vous voyez, quand on met les 2 colonnes vidéo, la colonne vidéo, la colonne d'échographie endoscopique, le respirateur, le chariot d'anesthésie, on rajoute à ça le pneumologue, peut-être un interne, les 2 aides. Nous, l'IAD, peut-être l'interne quand on a un interne, on va être franchement à l'étroit. Ça devient, et quand ça désature, quand ça ne va pas accéder à la tête, ça devient vite difficile. Donc voilà, en conclusion, la pneumologie interventionnelle, c'est une spécialité qui est en train de se développer et que, à mon sens, l'anesthésie-réanimation, les protocoles d'anesthésie vont devoir suivre cette évolution. Pour l'instant, en tout cas, au vu de la littérature, ce n'est pas trop le cas. Mais il y a tout un champ qui est ouvert. Voilà, la protocole d'anesthésie, globalement, si on simplifie, c'est soit de la bronchoscopie souple, soit de la bronchoscopie rigide, et ce n'est pas la même prise en charge des patients. Pour ce qui est des techniques ventilatoires, ça va être également en fonction du geste, mais également de la disponibilité du matériel. Comme je vous ai montré, nous, on n'a pas de jet de ventilation, on n'a pas le ventilateur, c'est vraiment celui qu'on n'utilise pas au bloc opératoire, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ventilation contrôlée, jet de ventilation, c'est en fonction vraiment de votre... Et puis, on a encore moins d'oxygénothérapie à haut débit. Ça, pour l'instant, c'est en réanimation, on n'en a même pas au bloc. Voilà, et donc vigilance lors des anesthésies dites hors bloc. Je vous remercie. Je ne sais pas pourquoi il y a